Bonsoir à tous et qu'il en soit la dernière de la semaine. Joshua Nambangui aussi, lors de l'audience relative à l'examen des recours au Conseil constitutionnel, faisait une drôle d'annonce, à savoir celle de l'existence d'une coalition RDPC, Minat et Lekam, ce qui, de l'avis de nombre d'observateurs, jette à première vue du discrédit sur l'organe en charge de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire au Cameroun. En tant qu'organisme indépendant, les membres de l'ECAM doivent s'abstenir de tout ce qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Tout comme ils ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée. Élection au Cameroun, question autour de l'impartialité de l'ECAM. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Élection au Cameroun, question autour de l'impartialité de l'ECAM. Pour en parler, je suis avec Wifid Ekanga. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, très heureux de participer à ces dernières de la semaine et de partager avec les téléspectateurs ces sujets qui nous intéressent. Voilà, ça vous intéresse, l'ECAM. Ça intéresse comme ça devrait intéresser tout Camerounais parce que le carrefour de l'histoire dans lequel nous nous trouvons va nous permettre de déterminer à la fin si les commissions électorales et les organes administratifs de manière générale sont sérieux et ont vraiment vocation à promouvoir le bien des Camerounais dans ce domaine-ci, le domaine politique. Donc il est normal que ça intéresse tout le monde, c'est notre avenir, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Wilfried Kanga, analyste politique, mais très proche du MRC, c'est bien cela? Oui, partie intégrante du MRC dans l'idéologie, sans être un membre formel, parce que nous partageons la vision selon laquelle le contenu domine sur la décoration, sur la forme. Soit dit en passant, le porte-parole même, Olivier Biboun-Issac, mon frère et ami, n'est pas membre du MRC, mais voilà, il est à l'intérieur, il est au cœur du système et le travail que nous nous attelons à exercer pour le MRC et pour édifier la population camerounaise est dans une large mesure supérieure à certaines autres entités qui sont membres mais qui dans la réalité ne réalisent pas grand-chose ou plutôt desservent même le MRC. Ok, deuxième sur ce plateau, Georges Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Touf, bonsoir aux co-panélistes et bien évidemment bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je suis le seul journaliste de ce plateau et je vais un peu tirer la couverture vers ma profession parce que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la fin contre l'impunité des crimes commis sur les journalistes. Et c'est l'occasion pour moi d'appeler mes confrères à plus de vigilance dans un contexte sociopolitique national et international très délicat, mais également à plus de déontologie et de professionnalisme. Mais également, il faut lancer un appel à nos autorités régaliennes qui ont la charge d'assurer les pouvoirs de police, de mettre sur pied une collaboration saine avec les médias. Il ne faut plus qu'ils les regardent de très haut comme plutôt comme des partenaires en ce qui concerne la communication sociale. Mais il faut également que ces mêmes autorités assurent une mission de protection à l'endroit des journalistes. Et vous savez que cette journée intervient à un moment où notre pays connaît une certaine tension entre certaines autorités et les journalistes. Et sur le plan international également, nous avons ce fait extrêmement grave, très marquant sur un de nos confrères saoudiens qui a, en l'occurrence Jamal Khashoggi, qui a été tout simplement assassiné dans sa propre ambassade en Turquie. Donc, je crois que cette journée, c'est l'occasion pour nous d'interpeller autant les hommes des médias, mais également les autorités, afin que entre eux, il règne plutôt un climat apaisé qu'un climat d'antagonisme. Je rappelle que vous êtes le seul journaliste invité parmi les invités. Tout à fait. Sur ce plateau, le seul invité. Bonsoir, Jacques Maboula. Bonsoir Serge Alain, c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je voudrais déjà vous remercier pour l'honneur que vous m'accordez par cette invitation et appeler les Camerounais à continuer de croire et d'espérer en ce pays, en ses institutions et à tous les acteurs qui participent à la vie de la nation sur le plan démocratique et dans toutes les autres formes. Parce que si nous ne veillons pas
à la qualité organique et fonctionnelle de ce pays, alors forcément on aura des arbitrages édulcorés et naturellement qui ne seront pas à mesure de satisfaire l'intérêt général. Quand on sait que nous sommes de plus en plus en train de sombrer dans des clivages partisans, tribaux, où l'émotion prédomine, les passions sont plus vives et actives, on se dit, si on ne fait rien maintenant, le Rwanda c'est peut-être demain chez nous, et il est important que nous repensions la société camerounaise de fond en comble au regard des expériences vécues hier encore, et de projeter dans une dynamique de prospective ce pays pour que tout Camerounais puisse se sentir bien où qu'il se trouve, parce que nous sommes tous Camerounais et nul n'est de trop pour défendre ce territoire et les institutions qui l'incarnent. Ok, vous étiez président, je préfère dire que vous étiez président de la plateforme qui a accompagné le candidat à Kerem. Tout à fait. Oui. Nous l'avons accompagné et nous avons marqué historiquement la capacité de renoncement d'un candidat au profit de la République d'abord. Donc vous faites le reproche que ce soit arrivé un peu tard. Non, il fallait juste éviter, il fallait créer l'effet de surprise. La politique est faite d'effets de surprise parce que dans le camp d'en face, il y avait des réactions possibles. Toute action incite une réaction. Il fallait empêcher au camp d'en face de réagir pour créer des vraies fausses coalitions, parce que vous savez que les acteurs politiques au Cameroun sont plus ou moins inféodés au système régnant qui veille à sa pérennité et à sa survie. Et toutes les armes sont bienvenues pour fausser le jeu démocratique, aussi faussé qu'on peut l'imaginer, mais qui peut être parfait. Et c'est le sens même de continuer, marcher ensemble et persévérer dans cette voie, parce que si on ne le fait pas, alors il n'y a pas d'avenir pour ces enfants qui n'ont plus que d'alternative de prendre la route du désert pour des territoires qui leur sont de plus en plus hostiles aujourd'hui. Je ne souhaite pas cet avenir à la nation camerounaise. Je souhaite qu'ensemble nous puissions rebâtir cette nation durablement pour que vivent toutes nos communautés dans la paix, la fraternité et surtout dans le travail, parce que le chômage n'est pas notre destin. Ok, vous êtes dernière casquette. On demande le maire de Yabassi, c'est bien cela? Bien entendu, je suis le maire de Yabassi, une ville de plus. Pour quelques mois encore, en attendant le rendez-vous d'octobre 2019. Une ville qui de plus en plus devient cosmopolite, qui accueille des hommes venus d'ailleurs, mais aussi des anglophones qui n'ont pas de refuge. Je voudrais dire à ses frères que quand on fait face à l'injustice, à l'illusion et au désespoir, la solution à proposer, ce n'est pas l'injustice, l'illusion et le désespoir. Parce que si vous vous êtes radicalisé du fait de l'injustice, l'illusion et le désespoir, qui a été notre lot depuis un nombre de décennies, la solution sécessionniste est en même temps une injustice, une illusion et un désespoir pour tout le monde. Il faut remettre de l'eau dans votre vin, parce que nous sommes tous frères d'une seule et même nation, autant anglophones que francophones, Bamilé et Betty. Nous devons continuer d'exister ensemble et revenir sur la table de négociation pour créer un contexte vivable pour tout le monde. Ok. Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs toujours si nombreux, bonsoir à mes copanélistes. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Mais très proche du RDPC. Ouais, c'est ma chapelle politique. Ok, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi les Camerounais ont comme l'impression que l'ECAM n'est pas impartial? Vous dites les Camerounais, bon, je ne sais pas sur quel baromètre vous avez arrêté les Camerounais. Vous voulez qu'on fasse un petit sondage sur ce plateau? Je ne souhaite pas, enfin le plateau n'est pas représentatif de la société camerounaise. Ouais, c'était une façon. Oui, même si je veux comprendre, mais je pense qu'il faut toujours rappeler aux Camerounais que notre pays sera ce que nous avons voulu qu'il soit. Pour que notre pays soit grand, j'ai déjà dit et je le répéterai jamais assez, c'est nous qui devons rendre notre pays grand. Parce que nous croyons à nos institutions. Nous croyons aux forces de nos institutions. Si nous ne crédibilisons pas notre pays, il ne sera pas crédible. Je voudrais ici convoquer une circonstance ou une séance à laquelle j'ai assisté une fois en France. On suivait une émission à la télévision, on a demandé quelle est la plus belle ville du monde. Alors il y avait des envolées sur Genève, Londres, New York et partout. Et il y a un monsieur qui est intervenu et il a dit Paris. Alors, vous savez, les émissions en France, du coup, il avait gagné. Quand je suis revenu, et celle qui était assise à côté de moi, je me souviens bien ce jour-là, on s'est mis à rigoler, que me dis donc. Et quand je suis revenu au Cameroun, un jour je suivais une émission
excusez la publicité, à FM 105, il y avait une émission What is Funny. Un monsieur appelle et il dit One woman come and buy, enfin excusez-moi, and buy a radio. C'est le monsieur Likan Yabassi qui avait appelé, je me souviens très bien. Il lui demande what type of radio? One radio c'est Soué là-bas FM. Alors tout le monde s'est mis à rire et le journaliste a dit qu'il a gagné. C'est dire que quelquefois, c'est nous qui devons parler de notre pays, c'est nous qui devons crédibiliser nos institutions. Faut être chauvin? Ce n'est pas du chauvinisme. Le chauvinisme, c'est autre chose. Pour moi, c'est la citoyenneté, c'est la République. Nous devons croire en nos institutions. Parce que si nous dotons les institutions et nous ne croyons pas aux institutions, ça ne sert à rien d'en avoir. Nos institutions doivent être préservées. Voilà ce que je vais dire pour commencer. Et l'ECAM en est une. Et l'ECAM organise le processus électoral. Et l'ECAM s'occupe de la phase préélectorale jusqu'à la phase électorale. D'ailleurs, il commence par les inscriptions. Dans la désignation de ses membres, il est bien dit qu'ils doivent être impartiaux, ils doivent être neutres. Moi, je pense que le choix qui est porté sur eux, quand vous regardez la composition, n'est pas à questionner. Nous devons accepter ce choix, parce que même chez les autres, ceux qui organisent les élections sont désignés et on accepte les choix. Maintenant, il va à l'institution moyen d'amener les Camerounais à croire en elle, en travaillant avec impartialité, avec loyauté, avec neutralité, comme lui le recommande le texte. Moi, je crois, enfin pour ma part, qu'il est comme satisfait entièrement à cela, même si les textes qui organisent les processus ne sont pas souvent parfaits, mais la perfection n'étant pas de ce monde, il faut accorder à l'ECAM le bénéfice de l'imperfection qui est la nature même des choses humaines. Voilà ce que je veux dire pour commencer. Ok, Wifi de Kanga, sur cette question, on dit que les membres du Conseil électoral sont choisis parmi les personnalités de nationalité camerounaise reconnues pour leurs compétences, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique, leur esprit de neutralité et d'impartialité. Lorsque on trouve des anciens hauts commis de l'État, ça ne fait pas de problème? C'est très beau parce que, étant un pays qui a hérité de la colonisation française et des très belles paroles qu'offre le vocabulaire de ce pays, de cette langue-là, nous avons développé la culture des slogans les plus sublimes d'Afrique centrale, sinon de tout le continent. Mais il y a un déphasage entre ces slogans-là et la réalité, parce que si on veut prendre la métaphore de la plus belle ville du monde, c'est comme le produit intérieur brut d'un pays. On dit la plus belle ville du monde, quelle est la plus belle ville du monde? La question est mal posée. On doit demander quelle est la plus belle ville du monde par rapport à la qualité de vie, quelle est la plus belle ville par rapport à la population, par rapport aux infrastructures, un peu comme le PIB où on dit quel est le premier pays en parité de pouvoir d'achat ou quel est le premier pays en PIB nominal, et les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Donc avant de dire que Yaoundé ou Douala sont la plus belle ville du Cameroun, il faut dire si en termes d'infrastructures, ils en ont plus que Genève. Si en termes de qualité de vie et d'accès aux structures de base, l'eau, l'électricité, etc., elles ont la même qualité que, en termes d'infrastructures justement de base, elles ont la même qualité que ces pays-là. Aimer son pays, c'est reconnaître les manquements de ce pays. S'aimer, c'est reconnaître que quelque chose ne va pas sur soi-même, c'est avoir la capacité de se faire violence pour s'améliorer. Avoir tous ces manquements en soi ou avoir tous ces manquements dans son pays et de dire par chauvinisme ou par mauvaise foi que tout va bien, ce n'est même pas du chauvinisme, ce n'est même pas de la mauvaise foi, c'est de la sorcellerie idéologique. Parce que quand on est sérieux et qu'on observe le macrocosme politique camerounais, on se dit ce n'est pas un hasard si la population a cette perception-là que les choses ne vont pas bien. On fait comme s'il n'y avait pas eu ce taux d'abstention record qui, malgré le caractère relativement opaque des élections, a quand même montré le désamour de la population camerounaise envers la politique. Alors dire que les 1,5 million ou alors les 3 millions même qui ont voté les partis politiques sont eux représentatifs de 25 millions de Camerounais et faire abstraction du fait que la majorité des Camerounais pensent justement que les choses ne se déroulent pas comme prévu, c'est justement voilà, manquer de réalisme dans l'observation de la politique camerounaise. Alors le problème avec la commission électorale, le problème avec l'ECAM, c'est un peu le problème qu'on a avec les autres institutions. On a parlé du RDPC, on a parlé du ministère de l'administration territoriale et on a parlé de l'ECAM, en fait, une sorte de bande à trois, les trois mousquetaires. J'ajouterais même un quatrième, le Conseil constitutionnel. Donc, à la place des trois mousquetaires, on aura les quatre fantassies parce que de un,
Et les CAM, avant les résultats, juste après les élections le 15 octobre, le directeur disait que les élections se sont très bien passées dans la transparence la plus absolue et que les observateurs nationaux et internationaux ont assuré la crédibilité de ces élections-là. On sait ce qui s'est passé plus tard avec Amnesty International. Donc dire quelque chose comme ça et y avoir une institution fabriquée au nom d'une institution réelle qui vient légitimer quelque chose où elle n'a pas le droit de s'exprimer, c'est décrédibiliser justement une institution. Et il est comme dans ce registre, c'est décrédibiliser en cohésion justement avec l'un des éléments des fameux 4 fantastiques, le ministère de l'administration territoriale qui a laissé rentrer ces gens pour des motifs plus ou moins inavoués. Et après, on a le Conseil constitutionnel qui, voilà, de manière totalement opaque, on l'a dit ici plusieurs fois, va donc décider de trancher comme ça sans présenter les critères objectifs des raisons qui le poussent à dire que requête X ou Y est irrecevable. Ensuite, il y a le RDPC, donc cette énorme machine qui contrôle à peu près tout, où on fait à peine le distinguo entre le RDPC et les institutions dont les membres, parfois même quand ils n'ont pas le droit, sont à l'intérieur du RDPC, hashtag Conseil constitutionnel lors du contentieux. Donc il y a beaucoup d'éléments factuels qui font que pour aimer le Cameroun, pour montrer notre amour pour le Cameroun, on les considère, on dit cela doit être amélioré, ils doivent être balayés. Si j'ai un tas d'excréments dans la cour de ma maison et que je considère que la maison est propre au lieu de balayer ces excréments, c'est que je n'aime pas la propreté. Ok, Jean Sémé, sur cette coalition, comme disait Joshua aussi, elle existe véritablement, RDPC, Minat et les CAM Jean Sémé, je vous Écoutez, vous m'avez posé une question très précise, je vais vous donner une réponse précise, au lieu d'aborder certaines considérations qui n'ont rien à voir avec la question que vous avez posée. D'abord, je constate qu'il y a un lien administratif filial entre le ministère de l'administration territoriale, qui est chargé de veiller au bon déroulement des opérations. Ça pèse sur l'impartialité de l'ECAM? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, il y a donc ce lien administratif filial entre le ministère de l'administration territoriale, qui est chargé, comme je disais, d'une organisation générale des opérations électorales, et l'ECAM, qui, dans l'article 4 de la loi électorale du 14 avril 2012 portant code électoral, qui a été modifié et complété par celle du 21 décembre 2012, qui dit que l'ECAM est un organe indépendant qui est également chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et des consultations référendaires. Donc vous voyez donc ce lien filial qu'il y a déjà entre l'administration et l'ECAM, qui est censé être un organe indépendant. Donc je pense que théoriquement, et lorsqu'on veut observer le rapport qu'il y a entre cet organe indépendant et les pouvoirs qu'il a et ceux qui sont dévolus au ministère de l'administration territoriale, on ne peut pas dire qu'il y a impartialité dans les missions que remplirait l'ECAM. Mais également, en ce qui concerne, vous savez que l'ECAM est constitué de deux paliers institutionnels. Il y a le Conseil électoral et la direction générale. Tous les membres du Conseil électoral, qui je crois qu'ils sont 15, et le directeur général, ils sont tous nommés par le président de la République. Certains me diraient que c'est tout à fait normal qu'ils soient nommés par le président de la République, mais ça met davantage la pression sur eux pour ne pas accomplir leur mission en toute neutralité et objectivité et impartialité, comme c'est contenu dans la loi électorale que j'ai citée. Il est extrêmement difficile d'accomplir leur mission dans l'impartialité. Donc je constate que sur le plan théorique, bien sûr, on peut dire que ils sont impartiaux, mais en pratique, il est extrêmement difficile pour le Conseil électoral et pour la direction générale de l'ECAM d'assumer sa fonction, de conduire le processus électoral et référendaire en toute neutralité et en toute impartialité. Jacques Maboula, Jean Sémé parle le fait que le président nomme ces gens. Ça joue quelque part sur l'impartialité, la neutralité? Forcément, en français facile, pour que l'enfant du primaire qui essaye de comprendre nos institutions puisse apprécier la connivence de toutes ces institutions, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, l'ECAM, Minat, Conseil constitutionnel, RDPC, c'est que tous ces hommes sont nommés par le président de la République. Ils sont nourris, blanchis et promu par le président de la République, qui plus est le président du parti au pouvoir.
Et quand on a le souci de la confiance du peuple en des institutions, on essaye de donner le sentiment de neutralité des organes d'arbitrage des processus de la nation. Tant qu'il n'y a pas une neutralité évidente des hommes qui sont censés prendre des décisions sur l'avenir, la coexistence de la nation, il y a une méfiance. Parce que la confiance n'exclut pas la méfiance. Et je crois que c'est cette méfiance qui est à l'origine de toutes ces interrogations que nous nous posons aujourd'hui. Il est important que le Cameroun de demain soit bâti par des hommes qui ont à cœur la durabilité institutionnelle et fonctionnelle. Raison pour laquelle il serait souhaitable que nous redéfinissions le mode de désignation du président, du directeur de l'ECAM, du président de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, et que le MINAT ait un autre rôle à jouer pendant les élections. Tout à fait. Parce que dans certains endroits, on a vu des préfets réquisitionner les véhicules de toute l'administration pour mettre au service des élections, etc. Ça veut dire qu'il y a une implication directe de l'administration dans le processus décisionnel, et ce qui est une aberration. Et moi je dis encore, si ce n'est pas régner qui nous intéresse, si c'est construire la nation Cameroun qui nous est à cœur, il est important que, bien que nous soyons une démocratie naissante, que tous les acteurs, soucieux du confort résidentiel de toutes les tribus et de toutes les communautés, mettent en avant la neutralité et du devoir envers tous les citoyens dans les processus de demain. Sinon, nous allons sombrer dans des clivages intercommunautaires et ça risque de nous être préjudiciable. Je prends un exemple. Si vous mettez en avant des affinités d'appartenance partisane ou communautaire quand vous désignez un membre, pardon, quand vous désignez les membres, quand vous désignez les membres oui, du Conseil constitutionnel, par exemple, il y a déjà une suspicion, une forte suspicion. Et parce qu'il y a une forte suspicion, on risque de créer ce que ça crée, les Ndoki et tout ça, qui se plaignent. Pourtant, on peut dire que la responsabilité lors de cette élection, elle est partagée. Parce que l'opposition, par exemple, n'avait pas fait son job, être présent partout. oui. Et naturellement, on ne peut que jeter du doute sur ces hommes parce qu'ils sont nommés. Ils sont nommés et ils doivent leur survie et leur confort existentiel de M. Paul Biya, qui était candidat aussi à l'élection présidentielle. Donc, par souci de voir le Cameroun ne pas tomber dans la rue, sombrer dans le chaos et la dislocation, nous devons veiller en sorte que dans toutes nos chapelles politiques, ce sujet soit mis sur la table et que tous les candidats aux élections puissent rentrer chez eux le soir d'une élection avec des procès-verbaux estampillés par les différents responsables de bureaux de vote et que le débat puisse véritablement être excitant et vraiment patriotique. Sans cela, on aura toujours des revendications qui jettent l'opprobre sur des gens qui parfois n'ont rien fait et qui ne font que vous rappeler vos fonctions primaires de politique en tant que construisez la nation durant 365 années, pas seulement 2 semaines avant une élection. Et donc, à ce titre, je peux dire qu'il y a urgence de faire des réformes parce que l'ECAM ne rassure pas tout le monde, le Conseil constitutionnel ne rassure pas tout le monde, et en tant qu'acteur de la scène politique, nous devons laisser un Cameroun bâti non pas sur de l'argile, mais bâti sur du roc, où tout Camerounais se sente à même de battre campagne et de savoir qu'il pourra gagner cette élection parce que les institutions sont fortes. Sinon, j'ai bien peur que la violence, du moins les revendications pacifiques, glissent un jour dans des revendications violentes, et ce n'est pas un souhait pour un pays qui a un énorme potentiel comme le Cameroun et qui ne demande que des investissements structurants pour donner de la chance à tout jeune, à toute femme et à tous les territoires. Ok. Bien, lorsqu'on écoute les 3 autres panélistes, on a comme l'impression, le dénominateur commun, ce qui fait problème, c'est le mode de désignation. Celui qui désigne les membres, au-delà des personnes. Parce que c'est le président qui désigne, vous savez, et pour quelque part, il ne peut plus être neutre. Vous savez, si la fonction présidentielle n'est pas protégée, préservée, il y a un véritable problème. Oui. Je convoque ici les dispositions constitutionnelles. Le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Oui. Donc, il ne fait qu'exercer une prérogative constitutionnelle
Et moi, en ma qualité de juriste, je constate qu'il agit avec la permission de la Constitution et nous devons respecter. Dessus, lorsque vous lisez le texte sur la désignation des membres du Conseil électoral de l'ECAM, on dit qu'il le ferait après consultation, y compris la société civile. L'Assemblée nationale, les partis représentatifs à l'Assemblée nationale. Je suis heureux que vous soyez en train de nous dire, mais tout à l'heure, vous avez fait comme si il le faisait dans le secret de son bureau. Le secret de son... Sans jamais consulter. S'il vous plaît, moi je pense que tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu, je souhaite aussi ne pas être interrompu. Parce que ce que je dis n'est peut-être pas intéressant, mais souffrez un peu de m'écouter aussi. Donc, pour ma part, je pense que même si on veut se plaindre de l'institution, on doit d'abord la respecter. On doit respecter l'institution qui est dans son rôle, qui fait avec les moyens qu'elle a, et qui se fait accompagner par l'administration territoriale. Parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que M. le maire indiquait que l'administration et mon voisin de gauche indiquait que l'administration... M. Georges Semer. Non, le ministère de l'administration territoriale assure la sécurité des opérations de vote. C'est l'ECAM qui s'occupe du matériel électoral, du bureau de vote, de la désignation des bureaux de vote. C'est l'ECAM, c'est le travail de l'ECAM. L'administration territoriale accompagne l'ECAM. On a quand même, il n'y a pas. Une seconde, on a quand même vu, citer la sortie du ministre pour la Tanganyika après les sénatoriales, pour dire que tout s'était bien passé. Est-ce qu'il était dans son rôle ce soir-là? Mais c'est l'ECAM, si vous voulez. Il assiste l'ECAM. Il est dans son rôle. Puisque quand vous lisez le texte, on vous dit que le ministère de l'administration territoriale assiste l'ECAM lors des opérations, du déroulement des opérations de vote. Oui. C'est pour la sécurité. Tout à l'heure, monsieur le maire disait qu'on avait convoqué, on a réquisitionné des véhicules. Ben oui, il fallait bien réquisitionner des véhicules. Si le sous-préfet ne le fait pas, si le préfet ne le fait pas, mais qui doit le faire? Et l'ECAM fait avec ses moyens. Et il faut bien l'accompagner dans sa mission, qui n'est pas aisée. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il faudrait que les Camerounais aient confiance en l'ECAM. Il faut changer le mode de désignation. Mais votre force d'opposition, vous êtes opposition, on a une force de proposition. Proposez, on avance. Nous sommes complètement ouverts au débat. Nous sommes ouverts au débat. Au Cameroun, on débat. Débattons. Nous ne nous opposons pas. Venez à l'Assemblée. Je crois que vous avez soutenu un candidat qui a un député à l'Assemblée nationale. Et il était là quand on votait les textes. Il n'avait qu'à faire des propositions. Donc c'est très facile de dire que l'institution, monsieur le président de la République, non. Mais qui devrait nommer? C'est lui. Bien sûr, sur les observateurs, j'ai entendu tout à l'heure. Ce qu'il peut bien faire le député Soblaza devant la majorité obèse du RDPC. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour qu'on ne nous dise pas? La majorité obèse au Sénat, il y en a. Mais le SDF qui est arrivé il y a quelques jours a fait évoluer en demandant que ceux qui sont présents du conseil d'administration démissionnent. Je parle sous votre contrôle. Oui, oui. Le SDF a 7 sénateurs. Mais avec 7 sénateurs, ils ont réussi à faire avancer les choses. Il suffit de travailler et puis on va avancer. Débattons. Le président de la République est quelqu'un qui est complètement ouvert au débat. Il ne s'est jamais opposé au débat. D'ailleurs, lors de ses entretiens, il le dit sans arrêt. C'est simplement qu'on fait des procès à nos institutions, alors qu'il faut d'abord les respecter dans leur état actuel, en attendant qu'elles évoluent. C'est nous qui construisons notre pays. C'est nous qui donnons à nos institutions une certaine valeur. Lorsque tout à l'heure on me reproche d'avoir parlé de Paris, la plus belle ville du monde, il nous dit il fallait dire en termes infrastructurels ou ceci. J'ai parlé d'une émission que j'ai suivie. Je n'ai pas dit quand c'est en termes infrastructurels du taux de chômage ou quoi. Je reprenais une émission que j'avais suivie. Donc très souvent, c'est très facile de dire voilà, il faut faire ce qu'il faut faire, mais des efforts sont faits et nos institutions fonctionnent telles quelles. Il faut les respecter. Nous devons les encourager, les accompagner, même si on critique. En attendant ce qu'elles sont, si nous doutons les institutions, ne les respectons pas, ça ne sert à rien. Les gens se plaignent qu'on a fait 20 ans au Cameroun pour implémenter le Conseil constitutionnel. Il statue, vous critiquez les décisions. Je peux comprendre qu'on critique, mais il y a les voies de droit. Mais respectons déjà le Conseil constitutionnel dans sa composition actuelle et dans la qualité des décisions rendues. Le Conseil constitutionnel, c'est la deuxième expérience. Mais au Cameroun, on veut que ce soit parfait, qu'on soit directement comme aux États-Unis. Nous avons une démocratie en construction, nous sommes un pays en construction, nous allons à notre rythme. Même les grands pays ont traversé des étapes. Moi, quand j'étudiais la Constitution française, pour arriver à 1958, on vous dit que c'est une situation d'instabilité constitutionnelle chronique en France. Ils sont partis de 1789 jusqu'à 1958.
avec des phases transitoires, révolutionnaires. Il y a eu la Deuxième République, la Troisième, la Quatrième. Il y a eu des monarchies. Donc, il faut comprendre qu'un pays se construit. Nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes en plus une jeune nation. Parce que quand quelqu'un a, je ne sais pas, 50 quelque chose, mais il est jeune. Il a une vie à construire. Le Cameroun est un pays qui se construit, avec ses péripéties, avec ses défauts. Je comprends votre empressement à vouloir réagir, mais comprenez bien que si nous ne respectons pas déjà nos institutions, si nous n'acceptons pas déjà que nos institutions travaillent avec leurs moyens, en fonction de leurs capacités, nous ne pouvons pas avancer. Ok, je voudrais dire une chose juste après parce que Maître est vraiment l'illustration du pourquoi je suis parti du RDPC. Parce que la stérilité intellectuelle est prescrite. Réfléchissez et commencez à désobéir. Et je veux dire à Maître que quand vous reprochez à votre fils d'avoir 8,5, la sous-moyenne, et vous êtes coléreux contre lui, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas. C'est parce que vous souhaitez le voir aux premières loges de sa salle de classe. Et que vous avez à cœur son devenir. Et le RDPC, c'est le genre de parti qui tue le mental, qui tue l'intelligence, et qui vous refuse même le droit de penser objectivement. Et sa démonstration est l'illustration parfaite du fait que c'est le parti de la régression. Nous devons voir le Cameroun dans la progression et objectivement. Il a dit tout à l'heure que certaines choses étaient légales. La décentralisation, elle était légale depuis 2004. Si on l'aurait implémentée, on n'aurait pas eu la crise anglophone. Et voilà des choses qui ont tué ce pays. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il faut attendre, il faut regarder, jusqu'à ce que nous prenions les armes les uns contre les autres, pour qu'on se rende compte que nous sommes en train de couver un mal qui peut exploser au visage de tout le monde un jour. Je dis non, maître. Nous sommes allés à l'école, c'est pour penser notre société afin que chaque Camerounais se sente fier et digne de cette nation. Et aujourd'hui, il y a des imperfections, il y a des sous-moyennes par endroit. Il faut dire qu'il y a des sous-moyennes. Il faut que nous soyons aux premières loges et que n'importe quel citoyen puisse avoir confiance en ELECAM, au Conseil constitutionnel, etc. et faire en sorte que le plaidoyer constant de la nation soit la règle pour tout citoyen, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance partisan, quelle que soit sa religion, etc. C'est le sens même de la République. La République, c'est pas couver des malaises cumulés au sein d'une nation parce qu'on a pris l'étoffe d'un parti politique. Et je crois que pour un homme de droit, c'est vraiment scandaleux ce que vous dites. Parce que la légalité, c'est pas la complaisance. Elle est objective. Ok. Georges Sémin. Je constate qu'il est extrêmement difficile pour un journaliste que je suis de participer à un plateau où il y a des politiciens. Mais dans ma posture de journaliste, je pense quand même que j'ai mon mot à dire sur le rôle du MINAT en ce qui concerne l'organisation des élections. Bien évidemment, il est clairement écrit dans les missions qui sont dévolues au MINAT qu'il devrait veiller au bon fonctionnement des opérations de vote. Ça n'inclut pas seulement le rôle de la sécurité. Et c'est pour ça que je faisais ce rapport entre ce lien extraordinaire qui existe entre cette fonction qui a dévolue au MINAT et celle qui est également assignée à ELECAM, qui est celle de conduire, d'organiser, de superviser et de gérer le processus électoral et référendaire. Maintenant, sur l'article, l'un des annulaires de l'article 12, je crois, de notre loi électorale qui parle de la nomination du président du conseil électoral. Mais je pense que cet article dit clairement que c'est après consultation des partis politiques de l'Assemblée nationale et de la société civile. Mais, comme le maire l'a dit, je pense que dans d'autres pays, on a évolué dans la loi électorale. En Côte d'Ivoire, par exemple, on ne consulte plus simplement, on fait participer les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale au sein de l'ECAM. Pourquoi ne pas évoluer, comme vous parliez tout à l'heure d'évolution, pourquoi ne pas évoluer vers une représentation de ces partis politiques au sein de l'ECAM que de se confiner à désigner, on ne sait pas quelle alchimie, des membres du conseil électoral ou alors de la direction générale de l'ECAM. Ailleurs, on voit bien que les partis politiques participent effectivement sont effectivement des membres de l'ECAM. Pourquoi pas au Cameroun? Donc, je partage votre point de vue, monsieur le maire de Yabassi, qui dit qu'il y a une loi, peut-être il faut la respecter comme vous le souhaitez, mais on gagnerait pour notre démocratie à ce qu'elle évolue en faveur de la consolidation, bien évidemment, de cette démocratie. Oui, Kanga, qu'est-ce qui pourrait
mettre tout le monde d'accord sur la désignation des membres de l'ECAM? Ce qui pourra mettre tout le monde d'accord sur la désignation des membres de l'ECAM, c'est... Ou bien passer à l'ECAM 2, parce qu'on y avait ONEL 1, ONEL 2, puis l'ECAM. Est-ce qu'il faut passer à l'ECAM 2? C'est pour ça que justement le changement doit être plus factuel que dans les décrets. Oui. On pensait que s'appeler Observatoire national des élections vendredi et s'appeler Election Cameroun samedi, c'était élaborer une réforme. Oui. Quand les codes de la structure restent les mêmes, il n'y a rien qui change. Je vais commencer par le début pour aller un peu crescendo en réagissant à ce que j'ai entendu avant et en apportant quelques précisions. Bon, la métaphore sur la ville, elle n'était pas de moi. J'ai justement embrayé dessus pour dire que dans le pays, quand il y a des choses qui vont mal, la preuve même de l'amour qu'on éprouve pour son pays est la reconnaissance de ces choses qui vont mal, parce que c'est le socle à partir duquel on s'améliore. Parce qu'à partir du moment où on a dit que tout va bien, il n'y a plus rien qu'on va entreprendre pour que ça change. C'est pour ça que nous avons eu en face des gens qui nous ont dit que il fait bon vivre au Cameroun, qu'avec 300 francs, on pouvait vivre une vie décente. C'était aussi incroyable que ça en allait. Ce n'est pas comme ça que se conçoit un pays qui se veut progressiste. Et dans ce registre, on peut faire un petit jeu. Je suis resté, alors j'adore jouer. Lorsque la moyenne d'âge d'un pays aussi entre 17 et 23 ans et qu'on estime que dans la cinquantaine, on est représentatif de la jeunesse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque, et c'est marqué dans le projet du MRC, que j'espère que tout le monde l'avait lu parce qu'on confrontait les projets lors de la campagne, lorsque dans l'introduction, il est précisé que notamment sur l'article de la déclaration des biens, il y a eu des sollicitations pour que cette réforme-là soit implémentée et que cela n'a pas été fait et qu'on dise quand même que voilà, il faut que les partis d'opposition dialoguent dans l'Assemblée, c'est qu'il y a encore problème. Lorsque on dit que le président débat et que le Cameroun est un pays de débat, alors qu'on est à l'heure actuelle même dans une orgie d'interdiction de manifestations toutes pacifiques les unes que les autres et de conférences à huis clos, quand on estime que malgré tout cela on est dans un pays qui débat, on peut se demander qu'est-ce qu'on va dire des pays comme, je ne sais pas, de la Suisse ou de la Norvège. Donc ces éléments-là sont les éléments sur lesquels on embraye. Non pas parce qu'on déteste notre pays, mais parce qu'on dit que pour être sérieux, pour parler justement d'un pays qui débat, il faut que ces éléments-là soient corrigés. Il faut que le Camerounais de la rue ait la sensation que, surtout quand il est majoritaire et quand il manifeste son mécontentement, comme dans l'exemple de la grande abstention qu'on a eue, il faut qu'il ait justement le ressenti qu'on a considéré sa désapprobation et non qu'on dise, bon, de toute façon, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça qui est représentatif. Voilà, oui, qu'est-ce qui pourrait donc mettre tout le monde d'accord sur la désignation? Il ne s'agit justement pas de mettre tout le monde d'accord. Il s'agit, parce qu'on est une mosaïque, un proverbe dit autant de têtes, autant d'avis, on ne peut pas contenter tout le monde. Il y a ce que Alexis de Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité. On peut élaborer une réforme qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui plaît à la majorité. Et la minorité, même quand elle n'est pas d'accord avec cette réforme, elle comprend pourquoi cette réforme a été adoptée par d'autres. Dans les structures que nous avons aujourd'hui, je ne fais que revenir dessus, il faut par exemple, dans le cadre aussi bien des LECAM, mais surtout parce que c'est ce qu'on a vu de visu, et les LECAM travaillent plus en background, sur la procédure de travail du Conseil constitutionnel. Nous devons avoir ce qu'on appelle la police des polices. À partir du moment où l'instance suprême qui sanctionne ne peut pas être sanctionnée, ça veut dire qu'elle est au-dessus de la loi. Parce que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle rende comme décision, il n'y a pas de représailles. C'est pour ça que nous avons des structures comme la Commission nationale anticorruption, qui parfois peut être coupable de corruption, et ainsi de suite, parce qu'on se dit à un moment où est le système qui établit une sorte de cycle où celui qui punit peut être puni aussi par ceux-là qui d'habitude sont punis par lui. Donc pour ELECAM, les réformes que moi je pourrais proposer, elles auront peut-être l'air utopistes, mais ce sont les mêmes qu'on pourrait apposer au Conseil constitutionnel en disant... Une seconde, juste un crochet. Qui va nommer les membres de cette police de police? C'est logique. En fait, la police des polices, je crois que j'avais répondu à la question sur ce plateau ici, où dans la cosmogonie interne des royaumes africains, on avait, et on a même encore dans certaines cultures de l'Afrique profonde, un jour dans l'année où le roi est devant ses responsabilités. Et voilà, un peu comme dans l'Égypte ancienne, où la symbolique du dieu des enfers, Anubis, devait peser le cœur et la plume et voir qu'est-ce qui est plus lourd. Si le cœur est plus lourd que la plume, c'est que le défunt n'a pas été bon et il va aller dans les ténèbres. Donc dans le même registre, on peut à l'intérieur d'une structure, mettre une structure suprême, mais qui à un moment donné doit répondre de ses actes face à des structures inférieures. De toute façon, on n'a pas le choix, sinon on est condamné à un système où la structure d'en haut
n'a rien à craindre quand elle prend une décision, même si elle est injuste. Donc dans le cas du Conseil constitutionnel, comme dans le cas des LECAM, au lieu de nommer tout le monde par le président de la République, c'est vrai qu'avoir l'avantage d'avoir obtenu la majorité des suffrages, du moins en théorie, dans le cas des élections de 2018, ça présente l'avantage qu'on a tous les pouvoirs, et comme la Constitution dit, le président nomme aux emplois civils et militaires, bon forcément, on va nommer, mais dans des registres aussi délicats, comme cela, on peut établir des dérogations. Pourquoi ne pas dire un parti politique qui a peut-être obtenu plus de 10% des voix? C'était le cas du SDF, notamment les élections de 2018, doit nommer 1 ou 2 membres sur les 11 du Conseil constitutionnel. Peut-être déjà avec 2 membres adverses, on a une opposition en interne et on ne peut pas avoir, en fait, on a une diminution de la suspicion d'opacité. Mais se foutre de cela et se dire, bon, comme la Constitution dit que le président de la République doit nommer à tous les emplois civils et militaires, se dire que bon, on s'en fout, même si cela crée de la suspicion, les autres n'avaient qu'à gagner, c'est un peu, voilà, ne pas considérer aussi ce qui peut aboutir à ce sur quoi nous sommes aujourd'hui et qui n'améliore pas forcément les choses, à savoir le désamour, la désapprobation et l'accusation de partialité. C'est une idée, c'est une des idées, c'est une idée qui peut être émise, ou alors s'assurer, parce qu'on a vu dans le cas du CC qu'on ne s'était pas vraiment assuré que certains de ses membres n'étaient pas à l'intérieur du parti et de surcroît du parti au pouvoir. Il y a une grande légèreté dans les nominations, il y a parfois même cette absence de volonté de cacher les accointances et les affinités qu'il y a, parce qu'on se dit on est puissant de toute manière, la population va grogner un moment et après elle va se calmer, elle a de toute façon l'obligation d'accepter les décisions. En fait, cette façon de procéder là justement doit être rayée. On doit se dire, même si cela blesse notre ego, même si cela porte une petite entaille du point de vue institutionnel au pouvoir du président, si cela concerne l'approbation du peuple, elle doit primer sur la volonté à tout prix d'exercer le pouvoir et de se garantir les suffrages. Ok. Maître Téguém, oui, je vais prendre beaucoup de notes. Hein? Oui, j'ai observé que monsieur le maire est soucieux de l'évolution de notre société. Je vais lui dire qu'il y a quelques années, on ne faut pas parler comme ça sur un plateau de télévision, il le sait. Puisque je vois qu'il a un certain âge, ça veut dire quand même que la société évolue. Et puis je voulais répondre à M. Sémé, il disait qu'on dit bon fonctionnement. Non, le ministère ne veille pas sur le bon fonctionnement. Si, c'est le bon déroulement des opérations électorales. C'est ce que ça dit. C'est le bon déroulement des opérations électorales. Monsieur le maire, vous disiez sur la crise anglophone que s'il y avait eu la décentralisation, mais monsieur le maire, excusez-moi, il y a une association des maires du Cameroun, la commune ville unie du Cameroun. Moi, j'ai suivi beaucoup de maires, il y avait une réunion à Yaoundé, ils ont dit qu'on a mis la charrue avant les bœufs avec la loi de 2004. Parce qu'ils ont dit on a commencé à nous donner les pouvoirs et nous n'avons pas les compétences. Ça, c'est la réalité. Excusez-moi, monsieur le maire, vous parliez, je ne vous ai pas interrompu, pourtant ce que vous disiez me paraissait tout à fait injuste par rapport à ce que j'avais suivi ou entendu les maires dire. Les maires que j'ai écoutés ont toujours dit on nous a transmis beaucoup de prérogatives alors que nous n'avons pas les compétences, notamment en matière fiscale. Monsieur le maire, même si ça ne vous plaît pas, c'est ce que j'ai entendu. Vous dites que tout ce que nous avons fait est bien, serait faux. Vous dites que nous sommes parfaits, c'est faux. Vous dites que les textes sont parfaits, c'est faux. Il faut le dire aux Camerounais. Nous n'avons pas de textes parfaits, il n'y a pas de perfection. Monsieur Ekanga a parlé du projet du MNC, mais monsieur Ekanga, vous devez vous rappeler de votre bureau de vote. Je pense qu'entre 0 et 57 personnes vous ont dit que vous aviez raison, et 117 autres vous ont dit qui avait raison, c'est-à-dire nous ont donné raison. Et le résultat des élections, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Ekanga. Dans votre propre bureau de vote, je pense que c'est vous qui avez publié les résultats. Vous avez eu 57 personnes, nous avons eu 117. Ça veut dire que votre projet du MSC dont vous parlez tout à l'heure, vous l'avez exposé, et dans votre propre bureau, les Camerounais vous ont dit ce qu'ils en pensaient. Un bureau de vote parmi d'autres. Ouais, très bien, mais enfin, bon, le résultat même du scrutin est désormais public. Je crois que les Camerounais se sont exprimés. Par rapport aux questions, monsieur Kanga, je vous savais très poli. Par rapport aux questions, je suis absolument très surpris, c'est une formidable méthode de débat. Monsieur Kanga, vous avez parlé tout à l'heure de l'interdiction des meetings. Monsieur Kanga, il faut lire la loi de 90/55. L'interdiction est soumise au contrôle du juge judiciaire. On dit en droit que l'interdiction est une voie de fait administrative. Si une décision d'une autorité administrative est soumise au contrôle du juge judiciaire, puisque on vous dit que la décision d'interdiction, enfin, dit la loi, est susceptible de recours devant un tribunal de grande instance qui doit statuer dans un délai de 8 jours. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi et c'est notre loi. Nous devons la respecter. Maintenant, s'agissant de le mot de désignation, vous avez posé là un problème de la poule et de l'œuf. Oui. Parce que finalement, on tourne en rond. Il a dit, mon voisin de gauche, M. Sémé, il a dit qu'on peut faire comme en Côte d'Ivoire, mais les partis politiques. Effectivement, comme les partis politiques, ils viennent et ils se disent qu'on commence à dire que voilà un membre d'un parti politique. Elle est comme ce qu'on entend, ou alors ce qu'on entend depuis, c'est qu'ils sont les membres d'un parti politique.
Comme s'il y a un Camerounais qui n'appartient pas à un parti politique. Un Camerounais d'un certain âge a appartenu à un parti politique. Les gens qui sont là et qui méritent la confiance du chef de l'État. Et que nous devons respecter. On se comprend très mal. Oh peut-être voulez-vous que je revienne sur ce que j'ai dit? Allez-y, je crois que vous avez la parole. Oui, Maître Tegem, je veux vous passer la parole. Allez-y donc, Georges Semé. En Côte d'Ivoire, on va revenir à Georges Tegem. Qu'il s'agisse du Conseil électoral ou de la Direction générale des élections, c'est paritaire selon la représentativité de chaque parti politique au Parlement. Pourquoi pas au Cameroun? C'est ça le fond de ma pensée. Or, les partis politiques, tels que c'est prévu dans la règle électorale, n'ont un rôle que consultatif. Donc vous comprenez donc que le président de la République peut faire ce qu'il veut, et même si c'est lui qui nomme, il faudrait que sa signature, sa nomination, soit plutôt quelque chose qui vient entériner le choix qui a été déjà fait au préalable. Vous comprenez? On peut évoluer avec notre loi électorale. Même si vous dites qu'il faut qu'on respecte cette loi, je crois qu'on l'a adoptée, il faut la respecter, mais je crois qu'elle peut évoluer dans le sens tel qu'on le voit, soit au Gabon, soit en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens-là que je voulais aborder. J'avais la parole. Je suis tout à fait d'accord. Dans le RDPC, nous disons toujours qu'il faut débattre. Nous sommes ouverts au débat et tous les jours on débat. Tous les jours nous faisons des propositions, vous faites des contre-propositions. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de loi au Cameroun, l'opposition agit. Je reprends encore mon exemple de tout à l'heure. À la rentrée du Sénat, le SDF a permis que ça avance. Il y a déjà 20 ans, en 1999, lors de ce qu'on a appelé le Mouchipoguet, qui avait provoqué la commission parlementaire? C'était le SDF. Et pourtant, on avait majorité au reste. C'est dire que même l'unique député du MSC, s'il veut faire avancer les choses, il les fera avancer. Nous ne le contestons pas, reconnaissons-le. Monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure que la crise anglophone, s'il y avait la décentralisation, il n'y avait pas de crise anglophone. Moi, je pense que rien dans la crise anglophone au départ n'est parti d'un problème de décentralisation. Au départ, c'était un mouvement corporatiste. C'était des revendications essentiellement professionnelles. On reproche justement au pouvoir de Yaoundé de n'avoir pas su gérer ces revendications. Les revendications professionnelles. Et je ne sais pas ce que le pouvoir devait faire de plus que de mettre en place une commission mixte avec les organes représentatifs des syndicats, des personnes qui revendiquaient, parce qu'il y a eu, rappelez-vous bien, un dialogue qui a été implémenté à Yaoundé sous la coordination du ministre de l'Enseignement supérieur et un autre sous la coordination du ministre de la Justice pour les avocats. Et à la fin, ces deux commissions devaient rendre compte, je crois, monsieur le chef, au directeur de cabinet de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et pendant qu'on était en train de discuter, il y a eu une réunion du 30 décembre 2016 à Bamenda. À cette réunion, il y avait les membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre, à Bamenda. Ils étaient presque d'accord dans la salle, mais grâce aux réseaux sociaux, on a commencé à envoyer sur les réseaux sociaux que le gouvernement était en train de faire pression sur les syndicats qui étaient en train de tout accepter. Et un représentant des syndicats sorti de la salle est revenu et a dit, question fédéraliste, du fédéralisme, le ministre Famou Ndongo a dit qu'il quitte la salle. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas question de parler de fédéralisme. Voilà comment cette crise s'est enlisée par la faute des réseaux sociaux et non pas la faute du RDPC qui essayait de trouver une solution à la crise, qui essaie de négocier, de discuter et de dialoguer. Parce que si nous avons été réélus il y a quelques jours, c'est parce que nous sommes disposés à dialoguer. L'État ne doit pas céder. La République doit rester debout. Le Cameroun doit être uni et indivisible. Mais le gouvernement doit dialoguer. Et nous avons été élus le 7 octobre dernier, justement, parce qu'avec des Camerounais responsables, ils vont défendre la République et toutes les communautés sans rejeter personne dans la partie anglophone. Ok, monsieur le maire. Oui, ce que je voudrais dire à maître que je trouve sincère, mais sincèrement dans l'erreur, c'est ceci. Côté décentralisation, j'ai fait plusieurs démonstrations et explications. Je suis prêt à redonner même des cours si possible. En matière de compétences au sein d'une nation, il ne s'agit pas de compétences décentralisées, mais de la compétence nationale qui est mise à disposition. Et au sein des arrondissements, vous avez des délégués départementaux, arrondissements et autres, qui travaillent en collaboration avec le maire. Est-ce à dire qu'un ingénieur des travaux publics, un ingénieur agronome qui est dans la commune de Yabassi est incompétent? Non. Le maire, c'est un politique. Il a besoin des hommes compétents pour travailler.
Et toutes ces ressources décentralisées, délocalisées, sont au service du maire. Donc il n'y a pas de crise de compétences. La décentralisation a posé un problème en termes de transfert de ressources. Et pour revenir maintenant à la crise anglophone, je voudrais vous faire la démonstration simple. Il y a eu ce qu'on appelle une conjonction de frustration sociale qui ont été portées par des enseignants, des avocats. En image facile, c'est le principe du feu de brousse, et je me réjouis d'être du monde rural. Quand l'herbe a complètement séché, il suffit juste d'une étincelle pour que ça parte. Et dans le cas de la crise anglophone, nous avions déjà plein de Bamenda dans nos maisons qui font des boulots, qui font nos champs, etc. Des anglophones qui quittaient la misère pour venir vivre à Douala et à Yaoundé. Et toutes ces frustrations, s'ajoute à cela les infrastructures qui ne fonctionnent pas, etc., les institutions qui dysfonctionnent. Et à un moment donné, il y a le ras-le-bol. Et des gens pensent que la sécession ou le fédéralisme, c'est la solution. Je ne suis pas pour la régression. Je pense que l'unité nationale est plutôt à consolider. Et je crois que tous ceux qui vendent l'idée de la sécession ou du fédéralisme, c'est des gens qui n'ont pas une grande vision pour cette nation. Okay. Il faut repartir vers une confiance consolidée en la nation. Merci. Bonsoir Nadine Yambo. Bonsoir Serge Alaotouf. Bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous, mesdames et messieurs. Ce soir, au journal de 20h, nous parlerons de l'ouverture des travaux de la dernière session parlementaire, donc ouvert ce jour à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Il faut préciser qu'à la Chambre haute, les travaux se sont ouverts à l'absence du président du Sénat, Marsegnat Difendi, au-delà de la prestation dans le serment du président réélu. Les parlementaires vont se pencher sur les crises qui secouent le pays, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, l'élaboration du budget de 2019. Nous écouterons également le discours du président de la Chambre basse, Cavaillé Yégué Dibrail. Également, ce soir, nous reviendrons sur l'opération menée hier à Douala par les éléments du groupement territorial de gendarmerie. Ils ont donc saisi un important stock de pièces de monnaie d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA dans un domicile privé au quartier d'Orbon, ici à Douala. Donc, selon des sources, c'est à partir des machines de jeux de hasard que ce réseau collectait des pièces d'argent, notamment et exportées vers la Chine pour d'autres transformations. Également, la météo s'annonce donc difficile pour les habitants de la ville de Douala. La vague de chaleur souvent observée durant ce mois de novembre n'est pas du tout perceptible. Des fortes pluies qui se sont abattues ce jour ont provoqué des inondations. Et ce soir, nous vous présenterons le visage de quelques quartiers de la capitale économique envahis ce vendredi par les eaux. Voilà l'essentiel de l'actualité ce soir. C'est Jeannot. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres dans le 20h de Nadine Yambo. Quant à moi, je vous retrouve toujours en compagnie de mes 4 invités pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités, Wefide Kanga, Jacques Maboula, Georges Sémé et Maître Georges Tegen. Bienvenue à vous une fois de plus. Douala, les pieds dans l'eau. On va le dire comme ça, ce n'est pas le titre d'un film, c'est justement la réalité. Je commence avec vous, Georges Sémé. Comment vous avez vécu cette journée? Alors, je sors tout juste d'un reportage du côté de Bonamatoubé. Oui. Et nous sommes partis... nous sommes à Douala 4e. Oui, nous sommes partis de Bonadjo sous des trombes d'eau. Nous avons fait ce reportage avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala dans l'eau. Nous l'avons quand même fait. Mais la situation est tellement rocambolesque que c'est avec le délégué du gouvernement que nous avons effectué ce reportage et c'est lui qui est chargé de conduire un important projet de la ville de Douala qu'on appelle le PDP, le projet de drainage pluvial de la ville de Douala, qui concerne le drainage de 42 km de drains primaires et secondaires. Depuis 5 ans aujourd'hui, si je ne m'en abuse, ce projet a démarré, mais il n'est jusque-là pas terminé. Ça aurait permis aux 5 arrondissements continentaux du Vouri de ne pas connaître ce type de spectacle pluviaux qu'on observe aujourd'hui, parce qu'avec une conjonction de drains profonds et assez larges, comme on le voit du côté de Douala 2e, avec l'œuvre de Mme Denise Fampo, sous fond décentralisé, on n'aurait plus vu ce type de spectacle. Malheureusement, c'est un projet
qui est certes lancé, mais qui continue de traîner et ne produit pas encore les résultats. Je sais bien, pour faire simple, pour ceux qui simple, nous regardent, ceux qui nous regardent à la maison, pour faire simple, pourquoi l'eau ne circule pas? Voilà, il y a un problème Oui. d'abord de drainage des eaux. Oui. L'ancienne cartographie de drainage n'est plus suffisante pour la ville de Douala, non seulement parce qu'elle est désuète, mais également elle subit également l'assaut des populations qui ne respectent pas du tout certaines règles de base d'hygiène et de salubrité. On a vu des spectacles où certaines populations viennent littéralement jeter les ordures dans les drains. Mais également, je crois qu'il faut... Est-ce que l'autorité doit s'enlacer donc? C'est pour ça que je parlais du Oui. PDP. Oui. Donc, je crois que si... Vous dites que c'est depuis 5 ans? Voilà, depuis 5 ans qu'il a été lancé, mais il n'est pas encore achevé. Oui. Mais je pense que ce PDP aurait été mis en place depuis au moins 20 ans, parce que Douala est complètement dépassé par son ancienne structure qu'on appelle le plan d'Orient, qui date de 1959. Douala a évolué et ne supporte plus, sa configuration actuelle ne supporte plus les fortes averses que l'on observe aujourd'hui. Il a quand même été entamé, mais on observe quand même qu'il prend du temps et malheureusement, lorsqu'il pleut, les millimètres n'étaient pas assez importants compte tenu des autres pluviométries qu'on a observées avant, mais avec ce déluge minimal, il y a quand même eu des inondations et c'est à déplorer. Ok, je vais clôturer avec vous, le magistrat municipal. On a la chance de vous avoir sur ce plateau. Vous, Maître Teghem, lorsque vous regardez ces images de toute la ville de Douala dans l'eau, il y a un problème. Le problème se situe à quel niveau? Oh, c'est regrettable, voyez-vous, je ne suis pas un spécialiste des questions hydriques. Je le note pour le regretter. Aujourd'hui, en 2018, on devait plus voir ce spectacle qui est vraiment désolant. Même si ça ne concerne pas seulement notre pays, c'est partout lorsqu'il se met à pleuvoir, de telles images, nous les voyons, même dans les grands pays ou alors les pays dits développés, même si ça n'explique pas le fait que nous devons les avoir chez nous. J'ai entendu tout à l'heure mon voisin, Georges Sémé, dit qu'il y avait un PDP. C'est un vocabulaire qui m'est un peu exotique. Ne sachant pas trop de quoi il est question. Le plan est bon. Il reste simplement à encourager monsieur le délégué du gouvernement à pousser pour que le projet s'achève. Parce que c'est un projet qui est certes, enfin, je ne le connais pas, je n'ai pas lu, je ne veux pas m'aventurer à faire beaucoup de commentaires là-dessus. Moi, je ne parle que des choses que je comprends et des choses sur lesquelles je peux avoir un minimum de connaissances. S'agissant des points sur lesquels il faut recueillir une expertise, je me retiens souvent et quand je ne sais pas, je me rapproche de ceux qui peuvent me donner la conduite à tenir, ce qui reste à faire. J'ai entendu ce soir parler du PDP, je vais me rapprocher des spécialistes qui vont me donner davantage d'informations dessus. Et à ce moment, je pourrais vous en dire plus. Mais pour l'instant, je dois dire que nous devons encourager M. le délégué du gouvernement, nous devons l'accompagner, nous devons faire ce qui est possible de faire pour l'aider à aller au bout de ce programme, parce qu'après tout, il y va de notre vie commune à Douala, de la qualité de notre vie dans la ville de Douala. Ok. Wifi Kanga, c'est l'échec d'un système, c'est ça? On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste pour avoir une petite idée de certains mécanismes. Un plan de drainage, c'est simplement pour une ville, des mesures pour permettre à l'eau de circuler et éviter qu'elle stagne à l'intérieur des quartiers et enquiquine et gêne la population, comme c'est le cas actuellement. Et au lieu de brosser comme ça de manière superficielle en disant il faut encourager, il faut accompagner, soyons sérieux. Le programme, il a été mis sur pied il y a plusieurs années, on vient de l'apprendre et il devait certainement arriver à terme à une plus courte échéance. Cela n'a pas été fait. On est plutôt dans la situation où on demande des comptes. C'est comme ça que les pays sérieux procèdent. Le problème avec le Cameroun, c'est que quand ça ne va pas, on dit non, c'est un autre rythme, allons-y doucement, et on dit même les autres pays font pareil. Mais quand ça va, quand il faut prendre les bons exemples, on dit on n'en est pas encore là. On a vu l'exemple là tout à l'heure avec le développement des autres pays, on dit voilà, ne nous comparons pas encore à eux, mais paradoxalement pour les contre-exemples, pour les exemples négatifs, on dit voilà, pour les autres, enfin, on a notre rythme. Allons. En Allemagne, nous avons, enfin, ils ont les Allemands, la problématique de la construction de l'aéroport de Berlin-Willy Brandt qui devait être inauguré en 2011 et qui n'a toujours pas été ouvert à cause de nombreux problèmes techniques. Cela a conduit à la démission de très nombreux ministères. Le ministre des Transports, Hans-Peter Friedrich, avait déjà fait les frais de cette problématique et ainsi de suite. En fait, pour des histoires parfois plus superficielles que cela, notamment le ministre de l'Éducation, Annette Chavan, sur sa thèse de doctorat, une sorte de plagiat, elle a rédigé plusieurs
plusieurs années, mais elle a dû démissionner quand même. Mais au Cameroun, il n'y a pas d'appareil qui sanctionne justement ceux qui sont censés mettre ces mesures-là qui facilitent la vie des populations. Donc on n'appelle pas à la démission du délégué du gouvernement ou alors du responsable du projet, mais on veut sortir de ce cocon-là qui consiste toujours à dire que tout va bien et que ceux qui disent que tout va mal, c'est parce qu'ils aiment leur pays moins que ceux qui disent que non, tout va bien. Ceux qui disent que tout va mal, c'est ceux qui vivent ces réalités au quotidien. Et la problématique du Cameroun, c'est que la petite oligarchie qui, par les bénéfices du pouvoir, a des avantages que la population n'a pas, estime que comme tout va bien pour elle, la minorité, ça veut dire que tout va bien pour tous les Camerounais, c'est archi faux. Ok. Voilà le magistrat municipal que vous êtes, lorsque vous regardez ça. Écoutez, cette image est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle la gouvernance par bricolage. Une ville se construit. On ne débarque pas dans une ville, on vous installe dans une ville. Une ville, c'est le plan de zonage, c'est les plans d'occupation, c'est le plan d'assainissement qui permettent de laisser couler l'eau, de permettre aux populations de ne pas s'installer sur des zones d'évacuation des eaux et naturellement de projeter la ville dans sa version la plus confortable et agréable. Cet aspect de la construction de la ville n'a jamais été pris en compte. Aujourd'hui, on est à un résultat final où l'instinct de vendeur de terrain et d'occupation anarchique de la ville a pris le dessus sur le devoir de construction des cités. Il faut déjà régler ce problème, reloger des hommes qui ont occupé anormalement, au nom de la légalité qui est chère à mettre, mais anormalement les villes. Monsieur le maire, on a vu le lot aussi à Bonanjo. Est-ce que ce problème se pose là? Oui, Bonanjo. Parce que là, vous nous amenez dans des, on va le dire, Bonanjo, quartier, mais on a vu de l'eau à Bonanjo. Est-ce qu'il y a le problème là? Faite pour un type d'usage. Oui. Et par conséquent, ces zones d'évacuation obéissent à un type d'usage. Mais Bonanjo est devenu une ville densément occupée par des gargotes, etc., et des hommes qui ne respectent plus le ramassage des ordures. Et vous avez fatalement des dépôts qui se font dans des drains. Et naturellement, ça fait des bouchons. Et ces bouchons remontent à font remonter les eaux vers la surface. Il faudrait déjà que les villes aient la capacité d'assurer cet assainissement, cette collecte à temps des ordures, et mettre des bacs à ordures partout pour que les gens n'aient plus à jeter des objets dans la rue, etc., des sachets. Il y a ce traitement des ordures qui n'est pas pris en compte dans la construction de nos villes. Et donc, je dis, c'est un aspect conjugué, d'abord dans la construction de la ville, mais aussi dans le traitement des ordures, pour que les villes soient compatibles à la qualité de vie en tous, c'est-à-dire permettre à l'eau de circuler quand il y a des abondances pluviales, et faire en sorte que cette eau même puisse être récupérée, parce qu'on a déjà un déficit d'eau. Parce que quand je prends un pays comme le Mexique, qui va prendre de l'eau pour ses populations à plus de 2000 kilomètres, autant pour moi, pour ravitailler la ville. La pluie, c'est le diamant au Mexique. Ça veut dire qu'avec ces villes qui commencent à ces quartiers qui n'ont pas d'eau, rien que la saison de pluie nous permettrait de stocker de l'eau et de la traiter pour distribuer à des zones, dans des zones qui ne sont pas accessibles ou bien qui ne sont pas suffisamment irriguées. Donc, je dis, ce problème est solvable, mais si on projette la ville dans sa globalité, avec les territoires voisins, et alors en relocalisant les zones anormalement occupées, en disciplinant le fonctionnement de la ville en termes de collecte des ordures, traitement des ordures, et puis naturellement, si vous ne pouvez pas le faire, on va projeter un Cameroun qui un jour va se réveiller avec des populations complètement noyées. C'est arrivé dans certains quartiers où on a vu des enfants de 7 ans mourir parce qu'ils avaient été surpris dans leur sommeil par de l'eau. Ce problème se pose à Douala, il se pose aussi dans la vallée du Cam, parce que quand il y a de fortes pluies, toutes les populations de Botiman, etc., sont dans l'eau complètement, et il faut régler ce problème maintenant, en reprojetant la ville. C'est pour ça qu'il faut mettre un terme à cette gouvernance des villes par bricolage. Oui, peut-être un dernier mot sur la question. Je suis parfaitement d'accord avec le maire de Yabassi lorsqu'il dit que la ville de Douala manque de planification urbaine. Ou si vous voulez, l'actuelle planification date de Belle Lurette, de 1959, où on parlait du plan d'Orient. Mais depuis 1959 à 2018, de l'eau a coulé sous les ponts et la structuration de la ville a complètement changé.
Et pour votre information, ce n'est qu'en août 2017 que le nouveau programme directeur d'urbanisme et son nouveau programme d'occupation des sols a été validé par le gouvernement au profit de la ville de Douala. Je crois qu'il sa mise sur pied coûte au moins 1400 milliards de francs CFA. Et c'est également à ce même moment que a été lancé le projet de drainage pluvial, qui malheureusement est mis en œuvre sous fond de l'Union européenne et qui a connu de nombreux dysfonctionnements, notamment l'occupation des lits de drain. Il fallait déguerpir certaines personnes qui avaient construit leurs maisons sur le tracé de construction de ces drains, mais également le manque de moyens. Et il y avait des préalables imposés par l'Union européenne sur l'impact social qu'il fallait minimiser pour que ce projet soit conduit à son terme. Donc je pense qu'il y a un conglomérat de solutions qui rentrent en compte dans la bonne mise en œuvre du drainage pluvial de la ville de Douala afin que l'on n'observe plus ce drame qu'on a observé ce matin. Vous voulez aussi réagir? Oui, je voudrais quand même dire un mot. Vous savez, M. Kanga, je me méfie des gens qui savent tout. Je me méfie un peu des gens qui savent tout. On parle du projet de drainage pluvial. Bon, vous dites qu'une oligarchie qui se satisfait. Je ne pense pas que... Et M. le maire, il parle de gouvernance par bricolage. On vous dit qu'un projet est suivi par l'Union européenne. Vous dites que c'est du bricolage. Il ne faut pas quand même... Écoutez, on veut bien vous écouter, mais quelquefois, il faut que l'on soit un peu sérieux. Je pense que lorsque l'Union européenne envoie des gens ici, ils envoient des gens qui ont une certaine compétence. Et il faut respecter ces compétences. Je suis d'accord que l'on critique, mais lorsque les gens sont des valeurs, il faut reconnaître les valeurs. Il ne faut pas me dire quand même que l'Union européenne envoie des gens accompagner notre vie en envoyant les gens qui viendront bricoler. L'Union européenne finance. Je ne pense pas que ce soit des bricoleurs. Et puis lorsque il dit que... C'est l'Union européenne qui finance seulement. Finance, mais ils ne peuvent pas financer sans s'assurer quand même l'expertise qui les accompagne. Les banquiers financent même votre bricolage. Si vous l'avez présenté. Ok. Les banquiers quand même pour financer. Mais puis peut aussi réagir. Si en 2018, vous avez besoin de l'Union européenne, 1, pour crédibiliser vos infrastructures, 2, pour s'assurer que ce n'est pas du bricolage, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Où sont les ingénieurs technologiques du Cameroun? C'est pour ça que nous importons le cure-dent. Parce qu'on est incapable, on parle de 1959, c'était il y a 59 ans. On est incapable, on a l'impression qu'on a fait un bond en arrière. Quand les autres élaborent, en tout cas mélangent leur technologie avec celle des autres pour le tramway, ce n'est pas savoir tout que de dire qu'il y a quelque chose qui marche bien ailleurs et qu'on devrait le copier. Ce n'est pas savoir tout que de regarder le Cameroun comme il est là et de se rendre compte, parce que c'est une expérience vécue, peut-être pas avec vous, mais sur un plateau, où on m'a fait comprendre qu'avec 300 francs CFA, et c'est des gens qui gagnent à partir de 5-0, qui nous disent qu'avec 300 francs CFA, on peut décemment vivre au Cameroun. C'est eux qui nous mettent devant le constat qu'ils vivent dans une sorte de Cameroun irréel, où comme pour eux tout va bien, c'est le cas de la population. Je crois que les chiffres, et ça concerne évidemment l'opposition aussi, mais je crois que le fort taux d'abstention lors de ces élections, quels que soient les résultats avec fraude ou pas, montre que pour le Camerounais lambda, rien ne va. Ce n'est pas Claude Wilfried qui le dit parce qu'il sait tout, c'est la population qui le dit parce qu'elle le ressent. C'est la clarification que je voulais y apporter. Ok, justement. Vous savez, quelquefois, j'ai envie de réagir. Non, parce que dit la population le dit, on sort d'un scrutin. C'est pas le ping-pong maintenant. Ah, okay, ça va. Ok, je reviens avec vous. Ouverture de la session de novembre. Cavalier Yégué Djibril continue. Oh, je ne sais pas s'il continue. Non, est-ce qu'il avait besoin de ça aujourd'hui? Vous savez. D'appeler Maurice Kamto et Monseigneur Cléda. Est-ce qu'il avait besoin de cette sortie? Vous savez, il faut quand même remettre la balle au centre. Oui. Moi, il faut rappeler les fondamentaux. On dit la répétition est la mère des écoles. Le Cameroun est un État laïque. Ce n'est pas négociable. Maintenant, si un membre du clergé veut s'exprimer, il doit respecter les institutions. Le Cameroun est un État laïque. Il faut remettre la balle au centre. Dessus, par rapport à M. le Président du MRC, agrégé de droit public et de sciences politiques, brillant enseignant, il faut le respecter. Il a quand même eu un résultat honorable, 14%. C'est un Camerounais qui a certainement plus de valeur que moi, parce que être élu à 14%, je ne suis pas sûr que j'aurais fait un tel résultat. On respecte les gens qui ont une telle valeur, mais quand il faut rappeler les fondamentaux, le résultat du scrutin, ce n'est pas à lui de le proclamer, c'est au Conseil constitutionnel. Ce sont les fondamentaux, nous devons les respecter. Et lui le premier, puisque c'est ce qu'il nous enseigne en tant que professeur. C'est ce que je voudrais dire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, donc, avait de bonnes raisons de remettre la balle au centre et de dire
voici ce qui doit être fait. C'est la République, ce sont les lois, c'est la légalité. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que... Monsieur le maire Jacques Maboula. Oui, Monseigneur Cléda est dans son rôle en tant que citoyen d'abord. Et je voudrais rappeler que la citoyenneté n'est pas partisane. Elle s'impose à tous ceux qui ont un regard sur la société. Et que quand la misère déborde, fatalement, elle va devant ces églises catholiques. C'est ces hommes-là qui accueillent les déshérités sociaux. Et quand on sait que la misère a atteint son max aujourd'hui au Cameroun, et que les institutions sont en train de se renouveler dans un esprit de conservation de l'existant, ça inquiète, ça interpelle. Et je crois que pour un homme comme celui-là, il faut saluer son courage. Se taire en situation d'inconfort généralisé est une complicité. Et il a fait que son travail. Moi, je ne peux pas lui faire la remarque de dire « tu n'aurais pas dit ceci ». Il le fait parce qu'il sent venir la tornade sociale. Nous l'avions dit il y a quelques années. On avait dit qu'il y aura implosion dans ce pays. Les gens ont banalisé. Mais il y a eu implosion. Et nous sommes en train d'aller vers une dérivée seconde, si je puis dire ainsi, de la crise sociale camerounaise qui peut fatalement chuter en conflits ouverts sociaux, ethniques et tout ça. Donc, quand le... Vous êtes très pessimiste là. Je ne suis pas pessimiste parce que je ressens. Je suis maire. Je ressens la haine dans l'autre, dans le discours, dans les réseaux sociaux. Et si on ne corrige pas, vous avez suivi, je crois, il y a un journal, dans le journal d'hier ou d'aujourd'hui, un jeune homme de 23 ans qui a poignardé sa mère. Vous comprenez ça? On entre dans des clichés de violence pour exister. Et ça, c'est très grave. Il y a quelques jours encore, il y a des jeunes qui se promenaient dans Douala en machette pour agresser des citoyens, pour prendre des portables et de l'argent. Ça veut dire que nous sommes dans une glissière de la violence. Et les politiques ont une triple responsabilité d'injecter rapidement des moyens qui permettent de créer des emplois, de relever le niveau de vie des populations, d'assurer une couverture sociale mutualisée des populations. Je recevais encore ce matin des personnes qui m'appelaient parce qu'elles n'étaient pas capables de payer une ordonnance de 5 000 francs, de payer des médicaments, d'assurer. L'hôpital est un lieu pour les privilégiés aujourd'hui au Cameroun, ce qui n'est pas normal. Et quand on arrive à cette situation où seuls des privilégiés ont l'accès à l'eau, à l'éclairage public, à la santé, etc., il faut se poser des questions. Quand on regarde le squelette des recrutements ou bien des concours à l'ENAM, etc., et des recrutements, on se dit il faut avoir un patronyme donné pour exister, ou appartenir à un groupe tribal donné pour exister. Il y a de la frustration qui commence, il y a des replis identitaires qui se font, et il y a fatalement l'instinct de justice qui s'impose à tout le monde à un moment donné. Ça ne fait pas plaisir de voir que vous ayez scolarisé un enfant qui a obtenu brillamment sa maîtrise à 21 ans et qui a chômé jusqu'à 50 ans. Vous comprenez que ça commence à être grave. Donc, je veux dire ceci. Quand les hommes, leaders d'opinion, prennent position sur certaines questions sociales, ça veut dire qu'il y a urgence. Et ceux qui sont à l'Assemblée nationale, au président de la République qui va reprendre un de ces nouveaux septennats d'ici quelques jours, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas été aidé dans sa fonction. Il est important de réformer en profondeur ce pays pour faire du peuple son unique priorité parce que nous ne vivons plus au quotidien. La vie est de plus en plus chère et la crise anglophone ne nous aide pas. Il y a des denrées agricoles qui venaient du nord-est et du sud-ouest qui ne viennent plus. L'alimentation devient difficile pour de nombreuses familles qui ne font même plus 2 repas par jour. Et je peux dire que nos enfants étouffent, suffoquent, du fait de ce dysfonctionnement qui relève essentiellement du politique. Parce que le Cameroun n'a pas un problème d'argent. Le Cameroun a un problème du juste et plein emploi de l'argent disponible dans le sens de l'intérêt général. Et ça doit être ça sa priorité, ce septennat. Ok. Jean-Sémé, dites-moi, cette sortie de Kabaye Yegedibril, ça peut, on va le dire comme ça, verser encore de l'huile sur le feu? Écoutez, traditionnellement, l'ordre du jour des sessions de fin d'année s'articule traditionnellement autour de la préparation du budget de l'année qui s'annonce. Oui. Mais c'est parfois également l'occasion
pour le président de la Chambre de faire un discours très politique. On l'a suivi à une certaine époque où il avait clairement dit que Boko Haram est parmi nous. Ça avait suscité beaucoup de commentaires et d'interrogations. Cette fois-ci, il a choisi de tailler en pièces Monsieur Cléda et Maurice Kamto. Certains diront qu'il s'agit d'un débat de politiciens, d'autres trouveront qu'il s'agit de la réponse du berger à la bergère. Mais je pense que ce qu'on attend plutôt. Mais Monseigneur Jean Barga avait déjà fait une sortie. Est-ce que Kavaye Yiguedibril avait besoin? Il est tout à fait, je crois qu'il est tout à fait dans son rôle de politicien. Mais je pense que ce qu'on attend du président de l'Assemblée nationale, c'est de nous recevoir de bons projets de loi ou de belles propositions de loi qui vont impacter positivement sur la vie sociale. Vous voyez également le président Biya parler, répondre aussi à Monseigneur Cléda. Son discours d'investiture, vous le voyez en train de faire ça aussi. Je crois qu'il ne va pas aborder dans le même sens, avec des mots extrêmement durs comme ceux qui ont été utilisés. Voilà pourquoi je dis Monseigneur Jean Barga avait déjà, on va le dire comme ça entre guillemets, répondu à Monseigneur Cléda. Mais je crois que ça c'est horizontalement, c'est une réponse horizontale d'un membre du clergé à un autre membre du clergé. Mais là il s'agit d'un politicien qui a voulu bien répondre sur un sujet politique à un membre du clergé. Le président Biya ont remis le couteau dans la plaie. C'est pour ça que je dis qu'on attend de ces gens qui nous votent de bonnes lois, qui vont impacter positivement sur la vie socio-économique de notre pays. Et il n'est pas exclu que le président de la République, lors de ses investitures le 6 novembre, revienne sur la question, mais avec une autre manière. Vous savez que monsieur Kavaye Yiguedibril a sa façon d'aborder les sujets politiques et le président de la République a également sa façon de le faire. Mais tous restent des politiques et on attend certainement de M. Biya qu'il aborde la question soit de Monseigneur Cléda, soit de M. Kamto, mais à sa façon. Ok. Ifé Kanga, sur cette sortie de Kavaye, le président de l'Assemblée nationale. L'État est laïque, oui, dans les textes. L'État au Cameroun est laïque lorsque un membre du clergé dit quelque chose à l'encontre du gouvernement, notamment dans un contexte comme celui-ci. Mais l'État n'est plus laïque lorsqu'un membre du clergé adoube le président ou organise quelque chose en faveur du président. C'est ça le Cameroun, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si l'évêque avait fait une sortie, dit voilà, nous félicitons Paul Biya pour sa réélection et tout, on n'aurait pas eu de problème. Là, l'État n'aurait pas, on se serait pas appesanti sur la laïcité de l'État. Concernant Maurice Kamto, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer au RDPC, c'est qu'il va certainement encore donner énormément de tournis à l'administration pendant très longtemps, parce que on voit déjà des gens se pavaner et dire voilà, de toute façon les élections sont terminées, le président est réélu. J'avais ironisé dessus ici une fois après les élections en disant que le président est réélu. Je l'en félicite sur les textes parce qu'officiellement le Conseil constitutionnel fait foi et c'est comme ça qu'il faut considérer de prime abord, en attendant que dans l'opposition on ait justement des éléments qui nous disent que non, il faut élaborer les possibilités de redistribution des cartes à zéro, évidemment par des voies totalement pacifiques. C'est ce que prône actuellement le professeur Kamto, qui a fait d'ailleurs aujourd'hui une sortie où il dit, enfin grosso modo, voilà, il faut en cohésion avec les autres membres de l'opposition, Cabral, Lébi, Joshua aussi et consorts, essayer de saisir les instances nationales ou panafricaines, en tout cas pour s'appesantir sur le fait que la légitimité de ces élections, du point de vue de Transparency International, qui n'existait pas, du point de vue des PV falsifiés du CC, du point de vue des partisans à l'intérieur du CC, ou du point de vue de tous les éléments que nous avons de fraude et de manipulation lors des bureaux de vote, il faut aboutir à une situation où tout cela est reconsidéré et qu'on ait d'une certaine manière une recompte des voix, parce que on peut se dire qu'il est très probable que le président ait gagné. C'est possible, mais on peut quand même ne pas se dire, enfin, il est impossible de se dire ou de dire, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de manipulation, tout le monde le sait. Et à base de cela, c'est illégitime de considérer que bon, il y a eu manipulation, oui, mais laissez tomber, le président Paul Biya a gagné, ça veut dire que la situation peut se répéter ad vitam aeternam, donc du point de vue du MRC à travers son président, l'épisode, le film, est loin d'être terminé et tant que les voies régaliennes existeront pour remettre les pendules à l'heure, il y aura recours. On demande donc à l'État, comme sur le contexte actuel, d'être équilibré à tous les niveaux, aussi bien quand le clergé est contre lui que quand le clergé est pour lui, parce que ce que vient de faire le président de l'Assemblée nationale, c'est en fait dans l'attitude du sujet plus royaliste que le roi, défendre le président Paul Biya et par là son poste à l'Assemblée avant même que le président ne fasse son discours. Ok, et je vais revenir sur cette image. Non, Maître Tegem, je vous vois plus d'envie. C'est pas le débat ce soir. C'est pas le débat ce soir. Sur cette image du premier vice-président du Sénat, une image inhabituelle. Dites-nous.
Qu'est-ce que ça représente? On a vu le Lamido en tenue autre, on l'a toujours vu en turbané. Je voulais rappeler que c'est l'expression de la laïcité. Oui. Donc, je pense que c'est l'expression de la laïcité. L'État camerounais est un État laïque, je ne dirai jamais assez. Et pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, vous savez, moi quand j'entends des choses, je me dis peut-être faut-il rappeler quelque chose. En France, quand il y avait le mariage pour tous, l'archevêque de Lyon a dit le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme. Quand le Parlement se prend pour Dieu le Père, il perd la tête. La ministre qui portait le projet a dit la France est un État laïque. Le projet est en discussion au Parlement et la loi passera. C'est ça la République. Okay. La République, c'est le respect des valeurs. La République, c'est le respect des normes. Quand on voit le recours dont parlait M. Ekanga, il a le droit de saisir. Vous savez, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'exercer les voies qui lui paraissent importantes pour saisir une institution. Mais j'ajoute qu'au Cameroun, la décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Maintenant, il ne lui est pas interdit de saisir des organisations internationales qui rendront des avis. Moi, je ne sais pas si, parce que vous savez, on ne peut pas avoir la prétention de tout savoir. Je ne sais pas si l'avis sera consultatif, si ce sera un avis facultatif, si ce sera un avis conforme, si ce sera un avis obligatoire. Bon, moi, je pense que c'est débauche d'énergie. On gagnera à faire confiance à nos institutions. Ça, c'est mon avis. On gagnera à faire confiance à nos institutions, à croire en nos institutions, à implémenter, en nous inspirant de la France, où le président du Conseil constitutionnel, installant le président Macron, Monsieur le Président, vous devez défendre la France. Okay. Donc, il faut dire, Monsieur le Président, vous avez été élu. Vous devez défendre le Cameroun. Et on doit l'accompagner dans cette lourde mission. Surtout en ce moment très difficile pour notre pays, où les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest souffrent dans leur existence. Et je pense que c'est ce que nous devrions, sans avoir la prétention de des conseils, faire pour tout le monde, pour faire avancer notre pays. Georges Semé, terminerez-vous sur ces 2 millions de CFA en pièces? Qu'est-ce que... C'est quand même terrible. Mais oui, c'est un scandale. C'est un scandale, nous l'avons appris hier comme tout le monde. Et je pense qu'il y a quelque part un déficit de sécurité, de veille en ce qui concerne le circuit de notre monnaie. Parce qu'il est inadmissible qu'on puisse détourner autant de pièces d'argent. C'est le consommateur qui s'en aperçoit au jour le jour parce que la pièce de monnaie se fait extrêmement rare. Mais on n'a pas le suivi policier ou alors celui de la gendarmerie pour remonter une certaine filière. Et je salue là les populations, c'est grâce aux populations que l'information est remontée, qui ont suspecté un trafic douteux du côté de Ndobong et ils ont dénoncé. Et ce n'est que par la dénonciation que l'opération a été menée sur le terrain. Mais ça fait très longtemps que cette opération dure et ça fait très longtemps que les populations, les commerçants, tout le monde souffre de la rareté des pièces de monnaie sur le terrain. Alors, si on a intercepté aujourd'hui 2 millions de francs CFA, et il y avait également, je crois, 10 millions de naira, ça veut dire que le business ou alors cette mafia dure depuis longtemps. Et il y en a déjà de millions de francs CFA qui sont allés au-delà du territoire camerounais au détriment de notre économie malheureusement. Et si on a mis le capin sur cet étranger avec la complicité d'un compatriote, c'est malheureux et c'est un coup de chapeau à tirer à notre gendarme. Il a justement dit qu'il ne peut pas parler sans son avocat. Tout à fait. Wilfried Ekanga, c'était votre dernière. Oui. Ce sont des millions là qui sont surpris de ne pas vous voir. Toute chose a une fin, c'est juste pour rappeler que bon, les obligations de l'autre côté m'amènent malheureusement à quitter le territoire dans les jours qui viennent. Je n'ai pas été incarcéré, je n'ai pas été mis sous une contrainte ou sous une menace contrainte. Je crois avoir respecté la République et j'entendais aussi être respecté dans ce sens. Je n'ai pas été interdit de territoire parce que c'est curieux. Aujourd'hui, on dit que comme la situation va dégénérer, je ne sais pas s'il y a des prophètes parmi nous, il paraît que Don Wilfried Ekanga, par peur, quitte le pays et se réfugie à l'extérieur pour que si ça dégénère, il n'est pas là, il n'en est rien, vu qu'en ayant prolongé mon séjour alors que j'aurais dû partir plus tôt, on a dit que c'est parce que j'étais interdit du territoire. En fait, on est au Cameroun où, quelle que soit la décision qu'on prend, elle est critiquée. Mais voilà, ce fut un grand plaisir de partager cette grosse campagne. Ce n'est pas terminé. Oui. Je suis invité le 8 sur le plateau de African Newsroom
de la chaîne Africa 24 à Paris. On va encore décortiquer l'actualité économique et politique du Cameroun. Et le 10 novembre à Bruxelles, nous organisons une rencontre post-électorale MRC. On va faire une sorte de bilan de la participation de la société civile et de mon activité ici au Cameroun. Et vous serez sur Facebook, bien évidemment. Évidemment, je serai sur Facebook. Merci, à très bientôt, Wilfried. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu présent. C'était un honneur et un plaisir. Voilà, merci, Maître Georges Teguem. Merci. Merci, Serge Alain. C'était un honneur et un plaisir de partager ce plateau. Ok, merci, Georges Sébin. Merci, le plaisir était pour moi. Voilà, madame, monsieur, et qu'il en soit, Stop et fin, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Malantoine, dans le département du Nord.